Eh bien, bonjour à vous. Merci beaucoup de votre présence. Bienvenue à cette visioconférence. On va faire le point sur Argonautica. On va faire le point sur ce grand programme qui nous occupe. Il y a plein de classes qui nous regardent. Il y en a au Danemark, il y en a ailleurs. Là, je vois des élèves du Finistère, l'école Saint-Exupéry, voilà, qui sont présents. Donc, bonjour à tous. Et donc, certains d'entre vous connaissent bien le projet Argonautica. Pour d'autres, c'est un peu plus nébuleux, si je puis dire. Alors, je vous rappelle de quoi il s'agit. En fait, avec Argonautica, on essaye d'en savoir plus sur les océans grâce aux satellites. Donc, on a effectivement des satellites qui tournent autour de la Terre et qui regardent l'océan depuis l'espace et qui sont capables de savoir des tas de choses sur les océans. Et donc, voilà, toute l'idée, c'est grâce à Argonautica, d'en savoir plus sur justement comment ça se passe, comment on réussit avec les satellites à en savoir plus sur les océans. Aujourd'hui, on va parler de trois choses différentes. D'abord, on va parler des bouées, de ces balises que des marins qui sont dans la course, le Vendée Globe, donc des marins ont lâché des bouées dans l'océan et ont été capables, du coup, on est capable, grâce aux satellites, de savoir où ces bouées sont allées. Donc, ça permet d'en savoir plus sur les courants, les vents, qu'est-ce qui fait qu'une bouée elle va plutôt de ce côté-ci ou de ce côté-là. Donc, ça permet de savoir, c'est vraiment ce qui se passe à la surface des océans, notamment tout ce qui est les courants. Et puis, on va aussi parler des icebergs. Donc, les icebergs, vous savez, ce sont ces énormes glaçons qui sont gros, certains comme des maisons, certains gros comme des immeubles, certains gros comme des villages. Et ce sont donc ces énormes glaçons qui peuvent être un petit peu dangereux. Et du coup, on s'intéresse à eux et on peut les voir là aussi depuis les satellites. Et on voit où ils vont également. Et puis, on va terminer sur les animaux. On est capable de mettre des petites balises sur le dos de certains animaux, par exemple les manchots. Vous savez, les manchots, c'est un peu comme des pingouins en Antarctique, donc tout au sud de la planète Terre. Et on leur met un petit appareil qui ne les dérange pas du tout. Et cet appareil permet de savoir où vont les manchots, ce qu'ils font, à quelle profondeur ils plongent, etc. Donc, on va parler de ces trois sujets. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, mais pour les poser, il faut les poser avec l'onglet Q et R, donc pas l'onglet, mais le petit bouton. Donc en bas de cet écran, vous avez un onglet, enfin pas un onglet encore une fois, mais un petit bouton qui s'appelle Q et R, questions et réponses. Donc si vous avez des questions à nos intervenants, c'est en utilisant ce bouton qu'il faut les poser. J'ai le plaisir d'accueillir Daniel de Sterck. Bonjour Daniel, tu vas bien? Bonjour Paul, bonjour à tous. Et Daniel, tu es donc ingénieur au CNES, donc qui est l'agence Exactement, spatiale française qui organise Argonautica, et tu es responsable de ce projet Argonautica. On t'écoute. tout à fait. Donc le CNES, le Centre national d'études spatiales, donc il y a un certain nombre d'autres projets éducatifs que vous connaissez peut-être. Alors en ce qui concerne le projet Argonautica, il a fêté fin d'année 2020 ses 20 ans d'existence. Donc comme a dit Paul, c'est un projet qui permet de se familiariser avec l'océan. Et cette année, on a un véritable record de nombre de classes inscrites, puisqu'on en a plus de 600, qui donc, développent un projet éducatif autour de l'océan, du suivi de la biodiversité. Donc, Paul a parlé des animaux, on en parlera tout à l'heure, et bien sûr de l'apport des satellites, tout en suivant la course du Vendée Globe et les skippers, parce que, comme tous les 4 ans, cette année, c'est une course, et on en parlera pas mal dans ce webinaire. C'est une course avec des skippers et des skippers qui viennent d'arriver, donc qui sont en train d'arriver pour les premiers. Donc, on a un timing idéal pour parler de cette course. Et c'est la 6e fois pour nous que des partenaires ont mis à l'eau des bouées dont on va vous parler là tout de suite pour nous permettre de découvrir les courants et les vents. Par contre, c'est la première fois qu'on organise une visioconférence en invitant toutes les classes qui sont inscrites à Argonautica cette année. Je vous rappelle, il y en a plus de 600. Donc, 100 classes, hein, c'est incroyable. voilà.
je repasse la parole à Paul qui va présenter une petite vidéo, pardon, qui va montrer le largage des balises par nos partenaires, par les skippers partenaires. Avant ça, je voudrais vous présenter 20 carrosses Norduc, Caroline Mercier et Charlie Boss. Donc tous les trois, ils vont intervenir aujourd'hui. Et on va commencer avec 20 carrosses Norduc. Vous êtes ingénieur et ingénieur chez CLS. CLS, c'est une entreprise, une institution qui aide les gens à utiliser les satellites, hein, et notamment les satellites qui observent les océans. Donc ça, c'est vraiment votre travail à vous, et avec vous, donc, on va parler de ces balises qui ont été lâchées par les skippers. Les skippers, vous avez compris qui c'est, hein, les skippers. Les skippers, ce sont les marins qui sont à bord des grands bateaux qui parcourent le globe avec le Vendée Globe, avec la course du Vendée Globe, et ils ont largué ces balises. Et donc, on va les voir, on va voir comment ils ont fait ça, avec un petit film que je vais vous partager. Ça dure 3 minutes, donc c'est très rapide. À tout de suite. On commence la journée par l'envoi d'une petite balise juste avant de passer l'équateur. Vous êtes prêts ? Alors Alexia, si vous êtes avec nous, c'est notamment parce que vous avez une balise Argos du programme Argonautica. Alors, est-ce que vous pouvez nous la montrer? La voilà. Ça permet aux enfants de comprendre notamment la météo, les courants marins. Et c'est essentiel de connaître l'océan et c'est très bien de s'y prendre dès le plus jeune âge parce que l'océan est source de vie et nous apporte la moitié de l'oxygène qu'on respire, entre autres. Donc, je suis ravie de participer à cette initiative. Un bisou avant de se quitter. Et voilà, c'est un moment essentiel, important, symbolique. Je vais juste abattre le temps de l'orgue à la balise, comme ça. On fait ça en sécurité. Je vous emmène avec moi. Allez, on y va. Et là, voilà, c'est le moment. On va mettre à l'eau. Ici. Bonne route, petite balise. Bonne mer. Bonjour, on est à le Point Nemo, qui est l'endroit plus isolé du monde. Et maintenant, je vais larguer cette bouée scientifique. Bueno, la baliza ya está activada y ahora voy a lanzarla. Voy hacia la popa. Bueno, pues allá va. Al agua. Un viaje. Là, il y a des albatros derrière. Voici la position actuelle. La balise Argonautica, on était quelques-uns des coureurs du Vendée Globe à en avoir une à bord. Ça va relativement vite. 5, 4, 3, 2, 1. Hop! Je voulais envoyer un grand merci aux enfants pour tous vos jolis messages. À bientôt. Et voilà donc pour ce film. Alors, Vacaros Morduc, on revient à vous. Donc vous êtes ingénieur dans une entreprise qui s'appelle CLS, et le travail de CLS, bien, c'est d'aider justement les gens qui veulent utiliser ce que les satellites sont capables de faire. Je vous laisse vous exprimer, nous parler de ces balises qui ont donc été larguées par les skippers. Bonjour à tous, pour commencer. Je vais partager mon écran avec une petite présentation où je vais vous parler de toutes ces balises et de ce qu'elles sont devenues.
Donc, voilà. Donc, les balises, pour vous montrer un petit peu quelle tête ça peut avoir, donc ce sont d'anciens modèles qu'on utilise pour Argonautica, qui étaient utilisés autrefois pour suivre des bateaux de course comme ceux du Vendée Globe et d'autres courses. Mais aussi, une fois mis à l'eau, on peut suivre des pollutions, puisque ça va suivre les courants comme la pollution. Alors, ces balises, elles ont 3 composants intéressant à noter. Elles ont une antenne qui permet d'envoyer l'information au satellite. Donc ça c'est en haut, hein, vous pouvez la montrer. Voilà, l'antenne qui est là, voilà. Qui permet d'envoyer l'information au satellite et qui doit toujours être hors de l'eau. Il y a un flotteur en mousse qui permet que ça flotte, parce que sinon c'est assez lourd hein, en fait, et ça coulerait. Et tout le corps de la balise. Vous avez la main qui donne un peu une idée de la taille, ça fait dans les 35 cm, 40 par là, sans l'antenne. Et il y a une grosse batterie et de l'électronique qui permet donc de tenir entre 3 à 12 mois sans recharge. Ça dépend de ce qu'on lui fait faire. Plus c'est comme les téléphones, plus ça sert, moins ça dure, et inversement. Et donc l'électronique qui permet d'émettre des choses qui seront interprétées par le centre de traitement des données qui est ici à Toulouse, juste à côté du CNES en fait, et d'envoyer ça après chez vous ou chez tous les gens qui demandent des suivis, comme Charlie pour les animaux par exemple, dont il va vous parler tout à l'heure. Donc ce Vendée Globe, on a eu 5 balises qui ont été larguées. Donc, ici, c'est une carte du monde. Donc, vous avez la France ici, où vous n'êtes pas tous, puisque j'ai vu le Danemark. Absolument, au nord. Le Danemark ici. Vous avez l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Australie qui vont intervenir, puisque les balises ont été larguées plutôt dans le sud. Hein. Donc, on a Vent de l'Espérance qui a été largué dans l'océan Atlantique. Ça, ce sont les noms des balises. Hein. Vent d'Espérance, c'est l'une des balises. C'est les noms des balises qui ont été donnés par les skippers, quelquefois par des classes d'autres. Le Pingouin, qui est une autre balise qui a été larguée ensuite. La Joconde. Et si je fais le tour de la Terre, parce qu'il ne faut pas oublier que là et là, ça se rejoint, on a Vent du Globe qui a été lancé et la dernière Magellan AB. Donc, je vais vous parler un peu du devenir de toutes ces balises. Donc, elles sont à la surface, on les envoie et donc on est capable de savoir où elles sont allées grâce au satellite. Oui, donc ce qu'envoie la balise via son antenne, ça permet de connaître sa position. Celles-là ne font que ça, mais ça permet déjà de savoir une balise qui est à peu près n'importe où, au beau milieu de nulle part, où elle se trouve depuis notre fauteuil ici à Toulouse ou où que ce soit dans le monde. Alors, tu vas nous parler des 5 balises et on va savoir ce qu'elles ont fait. Donc, Vent de l'Espérance, qui a été largué donc, par Clarisse Kremer fin novembre, presque à l'équateur en fait. Donc ici, vous avez là où elle était larguée et en bleu puis en rouge, le trajet qu'elle fait. Donc vous voyez en fait qu'elle va d'abord presque tout droit, pardon, et ensuite elle va longer la côte. Ici, c'est l'Amérique du Sud en fait, le Brésil très exactement. Vous avez la Guyane qui est là. Et donc, elle va suivre, en fait, elle suit plutôt, ce que vous voyez en rouge, c'est un courant qui est plus fort. Donc, la carte que vous avez là, c'est la carte de courant. Quand c'est blanc clair, bleu, le courant n'est pas très fort, voire il n'y en a pas. Et plus ça va vers le vert, jaune, rouge, plus le courant est fort. Et donc, en fait, cette balise, elle suit le courant qui suit la côte, on va dire. Donc, voilà son trajet.
Et il y a 2 endroits où on peut noter que ça fait comme des petits frisottis, des petites ondulations. Et si on zoome dessus, on voit qu'il y a des sortes de petites boucles régulières. Enfin, ce n'est pas des boucles, de petits serpents réguliers. Alors c'est drôle parce que donc la balise, au lieu d'aller tout droit, elle tourne à gauche et à droite, elle fait des petits virages comme un serpent. Voilà. Et en fait, on pense que ça devrait être les marées. Alors, j'ai vu des Finistériens, je pense qu'ils savent ce que sont les marées. Si vous avez été sur une plage dans l'Atlantique, vous aurez constaté que l'eau se retire et monte sur la plage 2 fois par jour. Enfin, elle descend 2 fois par jour et elle remonte 2 fois par jour. Et ça, c'est l'effet de la Lune qui attire l'eau et un petit peu la Terre aussi, et qui fait que l'eau se déplace tout autour des océans. Et donc, on a cet effet d'eau qui se retire et qui revient 2 fois par jour. Et donc là, si on va mesurer ces petits serpents-là, on va s'apercevoir qu'entre 2 moments où elle est plus proche de la côte et 2 moments, elle va faire à peu près 12 heures. Et même chose, les endroits où elle est plus loin de la côte, elle est un peu repoussée, comme si elle était sur la plage. Alors plus l'eau est peu profonde, plus c'est fort. Quand l'eau est très profonde, on ne le voit pas du tout, en fait. Donc, voilà. Donc, cette balise a suivi le courant et on voit un petit peu d'effet des marées, pas trop, sans doute parce que le courant est assez fort pour la faire bouger relativement vite. Donc, si vous allez sur le site Argonautica, vous trouverez une étude de cas qui correspond à ce type de choses, une bouée qui suit un courant. Et vous verrez aussi d'autres bouées, notamment des qui ont aussi fait des trajets en suivant les marées. Alors, Vinca, en fait, on a déjà, voilà, le temps file, on a déjà Oui, plein de questions oui, qui oui. sont posées et on a encore 4 bouées à voir. Et puis ensuite, on va parler des icebergs, des animaux. Alors, il faut qu'on le avance. pingouin, donc Alexia Barrière l'a largué. Et là, on a le trajet de la dernière semaine, les localisations qui ont été publiées ce matin. Et si on zoome là-dessus, on voit là des toutes petites boucles qui font dans les 5-6 km. Alors là, c'est un océan qui est très profond. Ce n'est pas les marées. On pense que c'est la Terre le fait que la Terre tourne qui lui fait faire ces petites boucles. Et on a d'autres cas, comme la fille de l'Atlantique, qui montre ce même genre d'effet. La Joconde, qui était larguée par Samantha Davis vers les îles Crozet, dont je pense que Charlie vous parlera tout à l'heure, dans l'océan Indien, au sud de l'océan Indien, vous avez l'Afrique et l'Australie là, et vous avez l'île de Kerguelen qui est là. Donc la Joconde, vous avez aussi l'animation. Donc elle part de là. Et vous voyez qu'elle fait des sortes de grands virages. Donc là, un carreau, ça fait 500 km. Hein, un carreau sur la carte. C'est la moitié de la France. Voilà, c'est la moitié de la France. Donc c'est grand virage hein, par rapport à ce que j'ai montré tout à l'heure qui était 5-6 km. Là, et on voit là, à ce niveau-là, qu'elle va suivre le courant aussi. Donc là, c'est un courant qui fait le tour du pôle, qu'on appelle circumpolaire, qui fait du coup le tour de la Terre, le tour de l'Antarctique. Mais c'est un courant qui ne va pas tout droit. Ce n'est pas une espèce d'autoroute toute droite. C'est plutôt une route de campagne qui va faire des petits virages à droite, à gauche. Et donc, une bouée qui va être larguée là-dedans, elle va faire des virages comme le courant. Là, on a pas mal d'autres exemples, comme plusieurs des bouées larguées il y a 4 ans, notamment, comme Natural Energy ou Navman, qui ont fait ce genre de trajet. Hop là. Vent du globe largué par Didac Costa. Là, auprès du point Nemo, le point le plus éloigné de toute Terre sur Terre.
Donc là, c'est même chose, ça fait aussi de très grands virages. Et en fait, ben, il est dans le même courant, quoi. Puisque le courant fait le tour de la Terre. Là, il est un nombre certain de kilomètres plus loin, mais c'est toujours le même courant qui fait le tour du pôle. Toujours le courant circumpolaire. Voilà, le courant circumpolaire qui fait le tour du pôle. Donc là, on pense que c'est à peu près la même chose que la bouée précédente. Il fait de grands virages parce qu'il suit le courant. Et il y a 4 ans, on avait eu 2 bouées qui avaient été larguées un peu plus près de la Nouvelle-Zélande, mais pas très très loin de là où il a largué déjà. Et la dernière bouée, Magellan AB, larguée par Arnaud Boissière, un peu plus loin que le Cap Horn. Alors le Cap Horn, c'est la pointe de l'Amérique du Sud qui est là. Donc là, il l'a largué un peu plus loin. Et là, vous voyez, c'est le trajet de la bouée. C'est un endroit où il y a très peu de courant. La couleur est très claire, donc il y a très peu de courant. Et en fait, c'est un endroit qui est très peu profond aussi. Bizarrement, là, il y a en fait, très peu profond. Il y a 200 mètres de fond. Ce qui, par rapport à l'océan qui peut faire jusqu'à 5-6 000 mètres de fond, voire 10 000 à un endroit précis, c'est relativement peu profond. Et si on fait un zoom en utilisant Google Earth sur ce trajet, on voit que ça tourne beaucoup en rond. La balise a fait plein de petites boucles. Elle fait plein de petites boucles. Et la dernière semaine qui est en rouge, on peut mesurer le temps écoulé entre 2 boucles, et c'est 12 heures. Et si vous vous souvenez de ce que j'ai dit pour la première, 12 heures, c'est 2 fois par jour. Donc, on pense que ça va être les marées. J'ai une collègue qui est spécialiste des marées qui va regarder ça. Et on vous tiendra au courant. Mais c'est très, très probablement les marées qui font que ça va faire des petites boucles comme ça, d'autant que c'est très peu profond dans la zone. Donc, vous avez eu un certain nombre de bouées qui sont consultables sur Argonautica, qui ont fait ce même genre de choses en suivant les marées. Et vous avez une autre bouée qui a été larguée pas très loin, mais dans un courant qui a un tout autre trajet. Donc là, je vous ai parlé d'un certain nombre de bouées. Et en fait, si vous voulez voir, ça, c'est toutes les bouées qui ont été larguées lors des Vendée Globe depuis 2000. Donc, vous avez tous les 4 ans, vous avez entre 3 et 11 bouées qui ont été larguées par des skippers, qu'on remercie beaucoup, et qui ont été suivies dans Argonautica. Donc, voilà, selon les années, vous avez les différents points. Vous en avez plus dans l'océan Indien Sud, etc. Donc, vous pouvez aussi regarder par rapport à celle de cette année ce qui a été mesuré d'autres années. Excellent, parfait. Donc, je passe la main. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Ben non, au contraire, merci beaucoup, Vinca. Alors, il y a quand même pas mal de petites questions là déjà qui ont été posées. On vous dit, par exemple, est-ce que les balises bougent dans l'océan? Alors, Vinca, peut-être qu'il faut arrêter le partage parce qu'on ne vous voit pas à l'écran, mais on va vous retrouver, bien sûr. Voilà, donc, il faut que je relance la vidéo. Elle s'arrête quand je partage. Je ne sais pas pourquoi. Donc, on vous demande, est-ce que les balises bougent dans l'océan? Donc, il faut bien comprendre que les balises, elles restent à la surface de l'eau, elles ne plongent pas dans l'eau, n'est-ce pas? Et puis, on voit qu'effectivement, certaines, elles font des boucles, certaines, elles font comme elles bougent comme des serpents, certains, c'est plus droit. Enfin, bref. Donc, ça, on a bien compris. On vous dit, alors ensuite, il y a des questions sur les animaux, mais ça, ce sera plutôt sur Charlie Bost. Il y a l'école Saint-Exupéry qui vous demande, les balises sont-elles lourdes? Elles font 2-3 kilos peut-être. 2-3 kilos, voilà, c'est comme 2-3 bouteilles de lait. Voilà. Voilà, ces balises-là, parce qu'il y en a d'autres qui sont… Ah oui, là, il y en a la plus petite des plus petites balises qui est faite pour être mise sur des oiseaux volants, fait 2 grammes. 2 grammes. Alors 2 grammes, c'est quoi? Je ne sais pas qu'est-ce que c'est 2 grammes. C'est un cube de sucre, je ne sais pas combien ça pèse, un cube de sucre. C'est un cinquième d'un carré de chocolat.
Alors, c'est moins qu'un carré de chocolat. C'est moins lourd Voilà. qu'un simple petit carré de chocolat. Voilà, c'est ça. Waouh, c'est incroyable. Mais celle-là, elle pèse quand même comme 2 Oui, litres bah, de lait, 2 bouteilles de lait. Voilà. Alors, on vous demande, il y a Anne-Sophie Murau qui vous demande, de l'école Marseillais 79, est-ce que les skippers ont eu peur pendant le voyage? Dans leur traversée, je pense, oui, parce qu'ils ils peuvent traverser de très grosses tempêtes. Certains ont cogné des choses. C'est-à-dire que le bateau est entré en collision. Là, j'ai vu qu'il y a un des bateaux du Vendée Globe là, qui a tapé un navire de pêche. Voilà, donc il y en a un qui a raté la première place parce qu'il a cogné un navire de pêche. C'est plus rare, mais il arrive assez fréquemment que, surtout près de la France, il cogne dans des conteneurs ou des gros objets qui sont tombés, des troncs d'arbres éventuellement. Il peut arriver qu'il cogne des baleines. Ah oui. Et on essaye d'éviter au maximum qu'ils cognent des icebergs, notamment. C'est ça, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'en général, ils n'ont pas peur. Hein, c'est des professionnels, c'est leur travail. Oui. Ils savent faire, c'est des aventuriers. Et justement, ils n'ont pas peur, ils sont très forts. Mais il y a des moments où il peut y avoir des accidents. Et là, d'un seul coup, ils ont peur parce que c'est des bateaux qui vont quand même très, très vite. Hein. Ah oui, et ils peuvent avoir des vagues de l'ordre de 15 mètres quand même. Il y a des vagues de 15 mètres, donc c'est grand comme un immeuble de 5 étages, oui, un immeuble, grand des immeubles de Paris. Ça, il y a une vague gigantesque devant vous, là, ça peut être extrêmement dangereux. Il y a Anne-Sophie Murau qui vous demande aussi qui décide du lieu de largage. Où est-ce qu'on lâche qui décide de l'endroit où on lâche les bouées? Alors, c'est Daniel et moi qui proposons. Et après, les skippers font en fonction de leurs possibilités aussi. Parce que si ils sont dans une grande tempête et qu'ils doivent s'occuper de leur bateau, ils ne vont pas le faire. On vous demande, est-ce que c'est une école du CM2, de CM2A qui vous demande, est-ce que les balises polluent? Oui, un peu. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire qu'elles polluent? Eh bien, c'est du plastique. Oui. La coque est en plastique, la mousse, c'est du plastique et il y a une batterie. C'est ça. Et une fois que la balise ne fonctionne plus, bah, elle reste dans l'eau, quoi. Et on ne peut pas aller la récupérer. Voilà. Quelquefois, elle s'échoue, mais essentiellement, elle va rester dans l'eau et voilà. Et aller la chercher n'est pas possible. Alors, en même temps, ça ne pollue pas beaucoup. C'est juste un morceau de plastique. Hein. Il faut se rendre compte que tous les jours, l'humanité… Ah oui, c'est totalement… c'est tout petit par rapport à tout le plastique qui est jeté par jour, ne serait-ce qu'en France, voire même dans une grande ville française. Et c'est du plastique utile, parce que là, c'est des appareils qui sont vraiment utiles. C'est pas comme… c'est l'idée aussi. C'est pas un déchet. Après, il y a des projets qui sont en route pour ne pas avoir de batterie, pour aussi avoir des choses plus biodégradables qui ne vont pas polluer à terme. Quoi. Mais vous avez le CM2, vous avez la classe de CM2 de l'école Henri Thomas qui a posé la même question. C'est une question. Alors, on vous demande, il y a fréquente. Favier, je ne sais pas ce que c'est que Favier, si c'est quelqu'un ou bref, peu importe, on se comprend. Favier, vous savez de qui je veux parler. On vous demande, est-ce que les animaux peuvent manger les balises? Alors, je viens d'avoir un cas où un requin a dû manger un poisson avec une balise. Ah, il a mangé les deux en même temps? Voilà. Mais comment est-ce qu'on l'a su, ça? Parce qu'on n'était pas là pour le voir. Ah non, ben ça, c'est des balises. Il a visiblement recraché et on a récupéré l'enregistrement de la balise. Et vu ce qu'elle montre, les scientifiques qui faisaient le suivi, c'est pas moi, hein, j'ai vu l'article, les scientifiques qui ont fait le suivi pensent que la balise avec le poisson avec sa balise a été avalé sans doute par un requin et pas par un mammifère, parce que le mammifère, la température serait uniforme à l'intérieur. D'accord, ça veut dire que là, c'est une balise un peu spéciale. Ce n'est pas une balise qui dit juste « je suis ici » pour que les satellites sachent où se trouve la balise. C'est une balise un peu spéciale. C'est une balise un peu spéciale qui a des capteurs et donc qui est capable notamment de prendre la température de l'endroit où elle se trouve. Et si la balise a été avalée par un animal, bah, elle va dire voilà quelle est la température. Et la température, c'est la température
de l'animal, de l'intérieur de l'animal, qui n'est pas De la même là que où la elle est. température de l'eau. Voilà. Et donc, comme on a vu que la température était très, très élevée, hein, c'est la température typiquement du corps d'un requin, ben on pense que la balise a été mangée par un requin. Voilà, Tout à quelque fait. chose comme ça. D'accord, bon, on peut imaginer en tout cas. Excellent. Je vous propose, merci beaucoup Vinca. Alors si vous pouvez continuer à poser des questions, toujours si vous avez des questions, vous les posez avec le bouton Q et R. Il y a beaucoup de questions, donc c'est formidable. On ne pourra peut-être pas toutes les prendre, mais en tout cas, on va essayer d'y répondre. Hein. Même si on n'y répond pas aujourd'hui, on va essayer de vous apporter des réponses. Donc laissez-nous bien votre mail, etc. Et on va essayer d'y répondre si on a la possibilité. En tout cas, c'est Daniel qui a dit, on va essayer de répondre à vos questions. Bon, merci beaucoup Vinca. On va continuer avec Caroline. Caroline Mercier, vous êtes océanographe et vous êtes océanographe et avec vous, on va s'intéresser vraiment au sujet des icebergs. Donc les icebergs, vous avez compris, ce sont ces énormes glaçons, certains qui sont grands comme des immeubles, certains qui sont grands comme des villages, peut-être même comme des villes pour certains, Plus je ne sais gros, pas, oui, comme des encore villes. plus gros, C'est de la folie. comme un département français. Waouh, comme un département français. Vous savez, la France, elle est découpée en 50 des départements, 50 Un petit peu petits. plus. Ah, bon, d'accord. Oui, il y a 75 que je suis bête. Donc voilà, plein de départements, je ne sais pas combien il y en a d'ailleurs. Mais et donc c'est gigantesque quoi. On vous écoute, Caroline, pour nous parler des icebergs. Très bien, merci Paul. Bonjour à tous et bienvenue à tous les élèves et leurs enseignants qui ont embarqué dans l'aventure. Alors comme Vinca, je vais partager mon écran pour vous présenter le sujet des icebergs. Alors je vous conseille de vous habiller un petit peu, hein. Je vous emmène vers des latitudes un petit peu plus sud et un petit peu plus glacées. Il va On faire va froid. voir ensemble. Vous m'entendez bien? Très bien, il va faire froid. Il va faire froid, voilà. Allez, couvrez-vous. On va voir ensemble qu'est-ce qu'un iceberg, à quoi ça ressemble, comment ils arrivent là, comment ils naissent, comment ils se forment. Et surtout, on a vu, ça représente un danger sur la route des navigateurs du Vendée Globe. Alors, qu'est-ce qu'un iceberg? Un iceberg, avant tout, c'est de l'eau douce. Vous avez la photo ici d'un très grand iceberg, très très plat sur le dessus, qui ressemble à une table. On dit un iceberg tabulaire. Il y a une partie émergée au-dessus de l'eau qui flotte et une partie immergée sous l'eau qui est des fois bien plus grande. Donc les icebergs, c'est de l'eau douce qui peuvent être gigantesques. 200 km de long, donc bien plus grand qu'un village, parfois comme un département français, et aussi très épais. Et attention, il ne faut pas les confondre avec la glace de mer, avec la banquise, qui, elle, là c'est la photo de banquise, elle, là c'est de l'eau salée. C'est de l'eau de mer, de l'océan, qui a gelé quand les températures deviennent froides. Et la banquise n'est pas très épaisse, 2-3 mètres au maximum. Elle peut fondre quand le printemps arrive et se reformer en hiver. Alors, à quoi ressemble un iceberg? Un petit peu toutes les formes. On a des petits, on a des gros, on a des pointus, on a des plats. Donc là, vous avez pas mal de photos un petit peu différentes, vues, pris en photo par des avions, pris en photo par des satellites et également pris en photo par des navigateurs du Vendée Globe. Là, ça, c'est un exemple de Sam Davis en 2008. Elle l'a approché d'assez près. Heureusement, il faisait jour et elle l'avait vu. Une autre photo, donc c'est assez joli hein, et fascinant, prise par un autre concurrent du Vendée Globe en 1989. Donc, beaucoup d'entre vous n'étaient peut-être pas nés. Et Jean-Luc Van Den Eede, quand il a pris cette photo-là, lui, à l'époque, ne bénéficiait pas de l'aide des satellites pour sécuriser sa navigation. Il n'avait qu'un thermomètre à bord pour se rendre compte de la température de l'océan en se disant plus il fait froid, plus j'ai de chances de trouver des icebergs. Alors maintenant, pour rigoler un petit peu, je vous pose une devinette.
Imaginez une course entre un iceberg qui se déplace à la surface de l'océan et une tortue terrestre dans votre jardin. Qui se déplace le plus vite? La tortue à droite ou l'iceberg à gauche? Tic tac, tic tac. Eh bien, c'est l'iceberg. L'iceberg va 4 fois plus vite qu'une tortue terrestre. Et comme Vinca l'a montré tout à l'heure, lorsque les balises se déplacent au gré du courant, eh ben pour les icebergs, c'est pareil. Ils se déplacent au gré des courants, avec la force des courants et du vent. Donc, pour illustrer ça, voici une carte avec sur les couleurs les températures, des températures assez froides en bleu et des températures un peu plus chaudes en rouge. Bon, c'est pas très chaud, hein, 6-7 degrés, c'est un peu juste pour se baigner. Et ici, je vous montre, quand je vais cliquer sur l'animation, la position d'un iceberg en 2016. Chaque point montre l'emplacement, la localisation de l'iceberg un jour donné. Voilà, il se déplace, il ne va pas toujours très droit. Et voilà, des fois, j'ai arrêté l'animation, on va la continuer ensuite. Il se déplace très très vite, ça accélère. On continue. Voilà, il fait quelques tours, il est pris dans un tourbillon, dans un courant qui entraîne les masses d'eau sous forme de tourbillon. Il est maintenant dans des eaux un petit peu plus chaudes. Vous voyez là, c'est un petit peu vert, il remonte vers des couleurs un peu plus jaunes, un peu plus rouges, vers 5, 6, 7 degrés. Voilà le trajet de l'iceberg depuis le mois de mars 2016 jusqu'au mois d'octobre 2016. Donc, sur presque 6 mois. Alors, on a vu que les icebergs, c'est de l'eau douce. Ça se déplace à la surface des océans, mais on ne sait toujours pas d'où ils viennent. Alors, pour illustrer ça, je vous emmène faire un petit voyage à l'aide de Google Earth. Donc, vous reconnaissez la France. On plonge vers le sud, comme les skippers du Vendée Globe, et on se retrouve en Antarctique. L'Antarctique, c'est un continent glacé. Il y a de la roche, des montagnes. Allez, je zoome encore un petit peu et nous allons aller jusqu'à un glacier. Donc, il y a une montagne, de la glace avec, sur les pentes de la montagne, la glace qui s'écoule vers l'océan. Voilà le glacier de Mertz. Il faut bien comprendre que là, on voit les choses d'en haut, hein, comme un oiseau. On est au-dessus de la Terre et au-dessus de l'océan. Voilà, maintenant, on n'est plus d'en haut. J'ai pris ce petit dessin pour vous montrer que le glacier, sur les pentes de la montagne, qui sont en Antarctique, elles sont complètement recouvertes de glace, le glacier va... Mince, pardon, on revient un petit peu en arrière. Voilà. Le glacier va s'écouler vers l'océan sur les pentes de la montagne. Et lorsque le glacier arrive à l'océan, il arrive que des morceaux de glace se détachent et forment un iceberg. Donc le glacier, c'est de l'eau douce. Hein. C'est pour ça que l'iceberg qui se retrouve en mer, c'est toujours de l'eau douce. Donc de l'eau qui n'est pas salée, c'est pas de l'eau de mer. C'est pas de l'eau de mer. Alors, vu par satellite, voilà ce que ça peut donner. Là, il s'agit d'une animation. On retrouve notre glacier, le glacier de Mertz, en 2010, il y a 10 ans. Là, c'est la langue glaciaire. C'est vraiment l'extrémité du glacier. Ici, on a l'Antarctique, le continent antarctique. Et un iceberg est arrivé et a touché l'extrémité de ce glacier. On prend plusieurs images satellites et voilà ce qui se passe. L'iceberg B9B est venu heurter très fort l'extrémité du glacier et a donné naissance à un iceberg qu'on a nommé C28.
Il est rentré dedans et du coup, Exactement. ça a détaché un autre glacier. Le glacier Voilà, C28 est né. une énorme langue glaciaire est partie. Voilà, et les satellites avaient pu capter ces photos-là en direct à l'époque. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la date aussi. Et on voit que entre le moment où l'iceberg se casse et le moment où il part sur le côté, il y a 10 Voilà. jours. Hein, mais il faut dire que ça fait Un petit peu 78 plus. Ouais, km. on va du 10 février à début mars. Voilà, 3 semaines. 3 semaines. Wow. 20 jours. Alors, voici un autre exemple. Là, nous sommes un petit peu plus tard, en 2017. On est sur un autre endroit de la péninsule de l'Antarctique, sur cette péninsule. Et en zoomant, là, on voit qu'il y avait des crevasses. Et cette partie-là, c'est complètement détaché. Et a donné naissance à un énorme iceberg géant. C'est celui-ci qui a la taille d'un département entier. Alors, cet iceberg, 135 km de long, hein, c'est ça? C'est ça. Wow. Cet iceberg géant, il est resté un petit peu emprisonné là, dans la péninsule antarctique. Et puis après, il a été entraîné par les courants et on l'a retrouvé là en décembre 2020, tout près de l'île de Géorgie du Sud, dans l'Atlantique. Et là, c'était il y a 3 jours. On a toujours la Géorgie du Sud ici. Cet iceberg s'est cassé en un gros morceau, mais surtout en des milliers de petits morceaux. C'est comme si on faisait tomber un verre par terre et qu'on se retrouve avec plein de petits morceaux partout. Et justement, c'est ces petits morceaux qui deviennent dangereux pour les navigateurs. Les petits morceaux de glace, hein, c'est plein de petits icebergs. Voilà, plein de petits icebergs. Et là, voici une représentation. Alors, ce ne sont plus des photos satellites, mais on a noté, grâce aux photos satellites, tous les emplacements des icebergs. On voit qu'ils se dispersent, mais pas complètement, enfin, pas aléatoirement. Ils restent emprisonnés dans des masses d'eau plus ou moins chaudes. Ils ne partent pas dans tous les sens. Hein. Ils ne partent pas dans tous les sens. Alors, vous avez des rectangles sur cette même image qui correspondent à des images satellites que la direction de course du Vendée Globe demande pour justement guider les skippers et leur dire attention, ici il ne faut pas y aller, on va délimiter une zone pour sécuriser la course. Alors comment on fait pour prévenir ces skippers qui sont très loin? On va utiliser des satellites. Il y a plusieurs types de satellites avec plusieurs types d'instruments. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On a des altimètres radar, on a des images radar, un petit peu en noir et blanc. On a de vraies images optiques comme des super appareils photo très puissants. Mais ceux-là ont l'inconvénient qu'ils ne passent pas à travers les nuages. Vous reconnaissez l'île de Géorgie du Sud ici. Et des petits morceaux d'iceberg, un ici, et peut-être un ici tout petit, là où il n'y a pas de... C'est passionnant, mais il faut qu'on avance aussi, parce qu'on a encore plein de questions. J'ai terminé. Génial, excellent, merci beaucoup. Et c'est grâce à ces outils satellites que la direction de course peut prévenir les navigateurs sur leur bateau et ils définissent une zone d'exclusion antarctique. C'est le trait blanc ici, c'est la zone hachurée, où là, les skippers n'ont pas le droit d'aller. Ils n'ont pas le droit de dépasser cette zone. Parce qu'il y a trop d'icebergs. Il y a trop d'icebergs. Des milliers d'icebergs ont été détectés là pour la saison de ce Vendée Globe 2020-2021. Alors justement, on vous demande, est-ce qu'il est déjà arrivé qu'un skipper, donc un marin de la course Vendée Globe, navigue dans une zone d'exclusion? C'est l'école Notre-Dame du Plasquer qui pose la question. Alors c'est arrivé, pas cette année, mais c'est arrivé à l'édition précédente. Alors dans ces cas-là, ils ont des pénalités. Ah, des pénalités, c'est-à-dire qu'on leur dit, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit, vous avez une pénalité, vous devez retourner, remonter vers le nord, et une pénalité de 1, 2, 3, 4 heures vous est accordée.
D'accord. J'ai d'autres questions, mais terminé. Hein. Non, c'est tout. Alors, génial, bravo, merci infiniment. Alors, plein de questions. Et donc, je vous demande des réponses courtes. Les icebergs sont-ils dangereux pour les animaux? Alors, oui, ils peuvent être dangereux pour les animaux. Peut-être que Charlie pourra l'évoquer tout à l'heure. Alors, peut-être qu'on peut arrêter le partage d'écran, Caroline. Ok. Super. Alors, comment faire? Je retourne ici, j'arrête le partage. Et on va se retrouver tous ensemble, voilà. Je suis un petit peu perdue, je ne trouve pas le bouton. Je suis désolée. Il y a un bouton qui… J'arrive pas à ouvrir l'application. Ça doit s'appeler arrêter. Nouveau partage, arrêter, partager. Eh ben, Vous pouvez prendre la main, Paul? Ouais, ça y est, c'est fait. Merci, désolée. Pas de problème, tout va bien. Donc peut-être que cette question s'adresse plutôt à Charlie. Ah d'accord. Charlie, est-ce que ça peut être dangereux pour les animaux? Charlie, c'est le spécialiste des animaux, hein. Ces icebergs. Bonjour. Réponse courte. Hein. Vous m'entendez là? Ouais, super. Bon. Oui, ils peuvent être dangereux, mais je dirais pas en mer, parce qu'en mer, c'est une source potentielle de nourriture pour les animaux, parce que la glace va attirer une quantité de petites crevettes qui vont se mettre dessous et qui vont attirer les prédateurs. Mais ils sont dangereux pour les animaux à terre, enfin ceux qui se reproduisent sur le continent antarctique, parce qu'ils bloquent l'accès à la colonie. D'accord, donc quand il y a des animaux qui veulent revenir sur Terre, voilà. Enfin, ils ont du mal parce qu'il y a un iceberg qui les y empêche. Exactement. Quoi. Je pense aux manchots empereurs et surtout les manchots Adélie, notamment en terre Adélie, où il y a une succession d'années avec des icebergs qui ont bloqué l'accès aux colonies à Dumont d'Urville. Et les manchots ont dû marcher beaucoup plus entre la mer et la colonie, et les poussins sont morts de faim. Oh bah zut alors. C'est pas sympa ça. Caroline, donc des petites questions courtes. Est-ce qu'un iceberg peut couler? Alors, un iceberg, c'est de l'eau douce. Il a une densité moins élevée que l'eau de mer. Je pense que la réponse, on peut dire déjà la réponse est non. Il flotte. Non, un iceberg flotte. C'est clair. Un iceberg, il flotte. Il est plus léger que l'eau et donc il flotte. Okay. C'est comme des glaçons, hein. C'est comme un glaçon. Voilà, c'est comme un glaçon dans un Exactement. verre. Ok. On vous demande, est-ce que les icebergs fondent au cours de leur trajet? Tout à fait. Donc, on a vu, ils sont très, très gros au moment où ils se détachent du continent antarctique. Et quand ils vont être pris dans les courants et remonter vers le nord, ils vont rencontrer des zones avec des températures plus chaudes. Et ces températures vont faire fondre la glace. Alors, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Ça prend plusieurs semaines, plusieurs années. Il y a des icebergs qui peuvent dériver une dizaine d'années avant de fondre et disparaître complètement. Incroyable. Est-ce qu'un iceberg un morceau d'iceberg peut se retrouver sur nos plages? Alors, sur nos plages, dans l'hémisphère nord, on est assez loin de l'océan Antarctique. Mais dans l'hémisphère nord, il y a d'autres calottes polaires. Le Groenland a le même genre de glacier. Alors, ce qu'on a vu cette année, par exemple, dans l'Antarctique, enfin au-dessus de l'Antarctique, c'est des icebergs jusqu'à 46 degrés sud. 46 degrés sud, pour vous rendre compte, c'est la latitude des Sables d'Olonne, là où sont arrivés les navigateurs. Donc, ça correspond au niveau de la France. Hein. Ça correspond, enfin, si on fait une comparaison dans ces deux hémisphères, ça correspond. C'est comme si on voyait des icebergs au niveau des Sables d'Olonne. C'est ça, donc c'est des icebergs qui se sont créés au nord et qui ont descendu, qui sont arrivés à un endroit qui est presque au niveau… Non. Alors, pardon. Non, là je fais la comparaison. Ce sont des icebergs de l'hémisphère sud. Et là je fais la comparaison. Ils sont remontés à moins 46 degrés sud. Mais pour vous rendre compte, cette latitude de moins de 46 degrés sud correspond dans l'hémisphère nord à la latitude des Sables d'Olonne. Alors clairement, est-ce que c'est déjà arrivé qu'un iceberg arrive sur les plages Non. Non. Alors la réponse est voilà. Merci Caroline, je suis désolée, mais je pense qu'il faut
Je vais passer la parole à Charlie. Alors allons-y, on avait dit que s'il y avait plein de questions, on allait jusqu'à 15h15, n'est-ce pas, Oui, Daniel? mais j'ai peur qu'il y ait des classes qui soient obligées d'arrêter à 15h. Donc, Alors on fonce, merci on avait dit beaucoup. que les questions, voilà. Et on y va pose avec des questions Charlie. à la fin, voilà. Charlie, les animaux. Et donc, rebonjour à tous. Donc, je vous présente Charlie, hein, vous êtes chercheur, et vous êtes chercheur au CNRS, et au CNRS, vous êtes ornithologiste, donc un spécialiste des oiseaux, et en particulier un spécialiste des oiseaux plongeurs, c'est-à-dire c'est notamment les manchots, hein, qui sont un peu comme des pingouins. Oui. Et on les confond souvent avec les On les pingouins. confond, et c'est pas bien, Oui. mais voilà. Voilà, donc les Ça pingouins. donne une image de ce à quoi ça ressemble. Pour simplifier les choses, les pingouins se trouvent dans l'hémisphère nord et les manchots dans l'hémisphère sud, là où se trouvent les 40e rugissants, etc. Donc, je vais commencer par un partage d'écran, si vous voulez bien. Alors, tac. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est excellent. Je Voilà. voudrais juste faire une petite précision, Charlie, avant qu'on passe aux animaux. C'est quelqu'un demande comment est-ce qu'on fait pour mettre une balise Argos sur un iceberg. En fait, on ne met pas de balise Argos sur les icebergs. Les icebergs, comme on l'a expliqué, mais c'était peut-être un peu rapide, mais voilà, on essaie de les voir depuis l'espace. On les regarde depuis l'espace grâce à des caméras, par exemple, ou à des radars. Hein, mais on ne met pas de balise sur les icebergs. Voilà. Caroline pourra compléter, mais on peut mettre, il y a des capteurs qui peuvent être vissés sur l'iceberg pour enregistrer les paramètres au cours de sa course dans l'océan et au cours de sa fonte. C'est arrivé, voilà. Oui. Il y a eu de telles expériences. Oui. Donc, voilà. Donc, je travaille au CNRS de Chizé, donc dans l'ouest de la France, dans les Deux-Sèvres. Et donc, dans ce laboratoire, nous avons la chance de pouvoir travailler sur des animaux qui sont à la fois extrêmement intéressants, qui sont des animaux très aussi attachants, donc des animaux, notamment des animaux marins. Est-ce que vous pouvez lancer le diaporama, Charlie, le mettre plein écran? Oui. Super. Voilà, donc des animaux marins qui sont extrêmement bien adaptés au milieu marin, albatros, manchots, éléphants de mer, otaries. Et donc, ces animaux sont encore en grande population donc dans les terres australes et antarctiques françaises, là où est passé le Vendée Globe, donc Kerguelen, Crozet, Amsterdam. Et donc, un des objectifs, c'est d'étudier donc la vie en mer de ces animaux qui peuvent passer plusieurs années en mer, pour certains, avant de revenir à terre. Je pense par exemple aux albatros, qui passent toute leur jeunesse en mer. Et donc, nous étudions ces animaux parce qu'ils vont se situer au bout des chaînes alimentaires, voyez-vous, des chaînes alimentaires qui vont aller depuis le plancton jusqu'à ces prédateurs. Et donc, en suivant ces animaux en mer, on peut avoir des informations sur l'état de santé de l'océan et comment l'océan va être affecté par la variabilité du climat et par les changements du climat sur le long terme qui affectent aussi l'océan austral et aussi de la banquise, comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc, tout ce qui va se passer dans les chaînes alimentaires va avoir des conséquences sur ces animaux parce qu'ils sont au sommet des chaînes alimentaires. Donc, ce sont un petit peu des sentinelles de l'écosystème marin et d'où l'intérêt de les étudier. Donc, je vais passer rapidement pour venir à là ce qui nous intéresse, c'est-à-dire que c'est le suivi par balise donc, de ces animaux. Vous avez sur cette carte qui est assez impressionnante, je pense, toutes les localisations que donc l'équipe a pu obtenir sur ces animaux marins suivis par Argos, mais aussi d'autres technologies donc dans l'océan Indien et l'océan Atlantique au cours des 20 dernières années, aussi bien donc des albatros, des manchots que des éléphants de mer. Donc, tous les points en vert correspondent à des animaux qui volent, comme les albatros. Tous les points en bleu correspondent à des animaux qui nagent, comme les manchots. Les points en rouge correspondent aux mammifères marins. Donc, ces animaux ont une couverture immense, comme vous pouvez le voir. Et ça, ces informations, on a pu les avoir donc, principalement avec le système Argos. Et donc, je vais vous présenter déjà l'exemple du grand albatros, qui est un oiseau fascinant, un oiseau planeur, qui va effectuer des voyages à très grande distance et qui va être capable donc, de faire des grandes boucles en vol plané, de partir donc, des îles Crozet, dont on a parlé tout à l'heure, et aller à plus de 2500 km vers le sud, donc dans les limites de
dans les limites de l'Antarctique pour aller se nourrir. Et ça, on le sait parce qu'on a mis une petite balise sur l'animal. Parce que exactement, les boucles que vous voyez là sont des boucles qui ont été obtenues, des tracks qui ont été obtenus grâce au suivi en mettant des balises donc, sur ces animaux, donc des balises qui sont très miniaturisées maintenant, comme vous pouvez le voir. Là, vous avez un exemple de balises solaires qui sont mis donc régulièrement donc, sur ces albatros. Balise solaire, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de mettre de petites batteries. C'est une balise qui fonctionne avec, qui a besoin d'énergie, bien sûr, mais pour fonctionner, Exactement. Elle utilise le rayonnement du soleil. Oui, il y a des panneaux solaires et donc la balise est rechargée et va pouvoir émettre pendant près d'une année en mer. Alors, je vais passer à un autre exemple avant d'aborder l'exemple des manchots. Je vais passer donc à l'exemple poids lourd, donc c'est celui des éléphants de mer que mon collègue Christophe Guinet donc, étudie dans les terres australes aussi. Vous avez ici un éléphant de mer équipé avec une balise qui est fixée sur la tête, qui ne le dérange pas. Et comment vous savez que ça ne le dérange pas? Parce que moi, ça me dérange. Parce que c'est un animal de très grande taille et on a trouvé aucune différence dans leur comportement par rapport à des animaux qui ne sont pas équipés. D'accord, donc on sait que ça ne les gêne pas. Non. Nous, on a l'impression que ça les gêne, mais en fait, on sait que ça ne les gêne pas. Non, ça ne les gêne pas. Alors, on les met sur la tête parce que c'est le seul endroit où on peut avoir des localisations quand l'animal, parce que l'animal remonte respirer régulièrement à la surface. Sinon, on n'aurait pas de localisation. Et comment est-ce qu'on fixe la balise? Avec de l'araldite et de la colle époxy. Et la balise va rester pendant… Donc, c'est de la colle, hein? C'est de la colle. Et la balise va tomber au moment où l'animal va muer, va perdre son pelage. Donc, au bout de quelques mois, la balise va finir par partir, et ça, on le sait. Et donc, voilà, ça va plus… Au bout de quelques mois. Alors, ces animaux sont des plongeurs incroyables qui plongent régulièrement à plus de 800 mètres, comme on peut le voir sur ces graphiques, dans l'océan. Ils sont capables d'atteindre la profondeur extraordinaire de près de 2000 mètres. Et donc, ils font aussi des courses dans l'océan immense. Là, vous avez des trajectoires de ces animaux tout autour de l'océan Antarctique. Ils partent pendant plusieurs mois en mer. Et vous avez ici les trajectoires d'une dizaine d'éléphants de mer qui a été suivis par l'équipe de Christophe Guinet depuis Kerguelen et qui sont partis donc à plusieurs milliers de kilomètres vers le Grand Sud pour se nourrir pendant tout l'automne austral et l'hiver antarctique, donc sur les côtes de l'Antarctique, où ils vont reconstituer leur réserve de graisse avant de revenir sur Kerguelen où ils vont se reproduire. Donc, ces animaux nous permettent d'avoir une foule d'informations océanographiques au cours de leur trajet, parce qu'ils enregistrent aussi des données climatiques, ils enregistrent des données de température, ils enregistrent des données de salinité, et ça donne énormément d'informations scientifiques pour mieux comprendre l'évolution du climat et les caractéristiques des masses d'eau à proximité de l'Antarctique, qui est une zone bien mal connue encore. Voilà. Et enfin, donc, on va passer aux manchots, qui sont un des modèles phares aussi des espèces étudiées. Donc, ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que ces manchots, à la base, ce ne sont pas uniquement des espèces antarctiques. Les manchots peuvent se trouver aussi sur les côtes tropicales. Ils peuvent remonter jusqu'à l'équateur. Donc, il y a environ 18 espèces, et notamment donc, le manchot royal, qui, lui, est étudié depuis près de 30 ans par notre équipe, donc, à Crozet. Et je vais vous montrer donc, certains résultats donc, issus de ces oiseaux. Donc, une caractéristique de ces oiseaux, c'est que ce sont des véritables recordman de la plongée. Quand ils sont en mer, ils passent près de 80%, de 60 à 80% de leur temps sous l'eau et sont capables de plonger pour les manchots royaux à plus de 400 mètres avec des durées en apnée qui dépassent 12 minutes. Apnée, ça veut dire sans respirer. C'est-à-dire qu'ils peuvent rester sans respirer pendant 12 minutes. Nous, je ne sais pas, vous pouvez faire l'essai. Hein. Si on se bloque la respiration, au bout d'une minute, je pense qu'on est obligé de commencer à respirer. Oui, je pense que c'est pas la peine de vouloir essayer de comparer avec eux. Voilà, donc en moyenne, ils font 3 plongées profondes, descendant jusqu'à 300 mètres par heure, ce qui est quand même assez extraordinaire. Donc, ces oiseaux, on les suit donc, avec Argos. Et donc, ça nous permet d'avoir une foule d'informations sur leur trajet depuis la colonie où nous les équipons. Vous avez ici donc, un manchot qui a été marqué par une petite marque de couleur à son aileron. Il a sa balise qui a été collée sur le bas du dos. Et il va partir en mer après avoir nourri son poussin. Et il va partir en mer pendant un voyage d'environ une dizaine de jours. Alors, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ces oiseaux ne se dirigent pas du tout au hasard dans l'océan. Ils ont une connaissance qui est remarquable des masses d'eau, des courants dont
dont on parlait Vinka et Caroline tout à l'heure. Ils ont une connaissance incroyable et ils vont être capables de partir en mer pendant une dizaine de jours, pendant la reproduction, et d'aller jusqu'à une zone qui s'appelle le front polaire. C'est une barrière océanographique très marquée. Ils partent vers le sud depuis les îles Crozet. On voit ici, on voit leur trajet. Ils partent vers le sud. Ça, c'était les trajets qu'on a pu avoir il y a 2 ans. Ils s'alimentent au niveau de cette grande discontinuité océanographique, le front polaire, et ensuite, ils vont remonter vers leur colonie. Et ce qui est toujours incroyable, je veux dire, pour nous en tant que scientifiques, c'est qu'on sait qu'à partir du moment où l'animal va mettre cap sur ces îles Crozet, ce sont des îles minuscules hein, qui font… bon, l'île principale fait 16 km sur 12 environ. Eh bien, ces animaux ne se trompent jamais. Ils naviguent jour et nuit et remontent vers la colonie pour rejoindre leur colonie et venir relayer leurs partenaires sur le poussin et nourrir le petit. Donc, ils savent où se trouve la colonie, ils savent où se trouve le poussin, alors qu'ils ne le voient pas. Hein, c'est extrêmement loin et ils savent exactement où aller. Exactement. Alors, ils savent, entre guillemets, ils ont plusieurs boussoles qu'on ignore, mais on sait qu'ils utilisent certaines caractéristiques de l'environnement. Notamment, on sait maintenant qu'ils sont sensibles aux odeurs, et notamment aux odeurs qui sont émises par les champs de chlorophylle dans l'océan, liées à la productivité. On sait qu'ils utilisent les courants à très fine échelle, les courants qui sont à l'échelle des grandes masses d'eau, pour pouvoir se déplacer vers cette grande zone, le front polaire. Et alors, Charlie, vous vouliez nous montrer des vidéos parce qu'on va bientôt se quitter. Oui. Alors, on va essayer, je vais à nouveau partager mon écran. Voilà. On va voir des manchots, hein, on va voir des manchots. Et on va voir comment on leur met des petites balises aussi, peut-être. Alors, où est-ce que c'est? Oui, je le cherche. Attendez. Est-ce que vous l'avez là? Oui, très bien. On voit les manchots là. On les entend même. Là, nous avons une colonie de manchots royaux en pleine activité sur Crozet, où tous les oiseaux sont en train de chanter les uns après les autres. Les oiseaux se reconnaissent à la voix. C'est quelque chose de très important entre eux. Vous avez des oiseaux en plumage adulte et puis des oiseaux comme avec une grosse doudoune qui sont des poussins qui ont environ 10 mois. Vous pouvez nous les montrer, là, les poussins? Repas des parents. Ouais. Voilà, je vais la remontrer. Ce qui est très remarquable, c'est que les oiseaux ne chantent pas quand un de leurs congénères a commencé à chanter à côté d'eux. C'est une véritable leçon un petit peu de savoir-vivre. Ils attendent que leur partenaire ait fini de chanter afin de communiquer pour ne pas que ce soit un brouhaha assourdissant et de ne pas pouvoir se retrouver entre eux. Alors, je trouve que vous avez une vidéo un peu où on vous voit avec des animaux en train d'essayer de poser des balises, justement. Je vais essayer de vous retrouver ça. Ah, voilà, là, on voit bien. Commentez-nous, là, ce qu'on voit. Voilà, donc là, on est en train de fixer une balise qui enregistre les paramètres de plongée voilà, sur la manchot que je maintiens. Et les deux assistantes sont en train de placer une balise avec de la colle très instantanée. Et la balise est sécurisée avec des petits serre-flex qui ne dérangent pas l'animal. Donc, on travaille à même le sol. La durée totale de la balise va durer 15 minutes, hein, pas plus. Voilà, donc je vais avancer un petit peu. Donc, c'est des balises à toute épreuve qui vont être capables de résister à 10 mois en mer. Donc, l'oiseau va être ensuite relâché. Il est marqué à la peinture donc, sur le plumage. La couleur tombera au moment de la mue.
On lui a mis un petit Donc, numéro. on l'a là, masqué, on lui a S3. mis une cagoule pour pouvoir le tranquilliser avant de le relâcher. Voilà. Comme ça, il se tient tranquille, il est calme, tout va bien avec cette petite cagoule. C'est bien ça, Charlie. Charlie, on ne vous entend plus. Voilà. Ah. Vous m'avez là? Ah ouais, donc, on va bien. le relâcher. Donc, il s'excite un tout petit peu au début. C'est des oiseaux très puissants à manipuler. Il faut faire attention. Ils ont beaucoup de force dans les ailes. Voilà, l'oiseau part. Vous voyez, il a sa balise sur le dos. Et il va être prêt à partir pour un grand voyage en mer qui va durer près d'1 an. Il ne va pas revenir sur la colonie avant 1 an. Eh ben là, vous avez l'air content. Là, vous avez des grands sourires là. Vous êtes content de. Bah, vous êtes on est content toujours pour lui content parce que ça s'est bien passé. Voilà. Excellent. Excellent. Excellent, parfait. Bon, bah bravo, c'est une belle, Voilà. des belles aventures, Donc, ça, Charlie. Alors, il y a plein de questions pour vous, Charlie. Oui. Et notamment, on vous demande, et puis on va se quitter hein, dans une dizaine de minutes. On vous demande, Charlie, qui pose les balises? Je vous entends, oui, allez-y. Qui fixe les balises? Alors, c'est des assistants de terrain ou les chercheurs voilà, qui vont sur le terrain. Moi, j'ai la chance de pouvoir y aller tous les 2 ans, qui participent avec les assistants sur le terrain et qui leur montrent comment les poses se font dans des procédures bien réglées. Ok. Est-ce que vous choisissez ces manchots au hasard? Alors, on essaye toujours de plutôt les choisir au hasard, mais on travaille en périphérie de la colonie pour ne pas déranger trop les oiseaux au milieu de la colonie. Alors, en périphérie, c'est-à-dire que la colonie, c'est un groupe, hein, et c'est un groupe qui a plein, il y a des milliers d'animaux, et on ne va pas choisir l'animal qui est au milieu de la colonie parce qu'on dérangerait tout le monde, quoi. Donc, on choisit des individus, des petits animaux qui sont en limite de la colonie, dans les premiers rangs, et on choisit l'animal au moment où il va partir en mer. D'accord. On vous demande aussi quelle est la taille d'un manchot. Alors, c'est très variable. Hein. Les manchots royaux que vous avez vus là, ils font environ 11 kilos. Les manchots empereurs peuvent 11 kilos, c'est-à-dire 11 bouteilles de lait. Ouais. Un manchot empereur peut peser jusqu'à 45 kilos. Ah oui, c'est gros ça. Oui, c'est gros et c'est très fort. Moi, c'est la moitié de mon poids, moi. Oui, voilà. Oui, 45 kilos au maximum. Et les plus petits, les manchots pygmées font 1,5 kg. D'accord. Et les animaux, encore une fois, c'est avec de la colle, encore une fois, les manchots, on leur colle cette petite balise et ça ne les dérange pas parce qu'il y a une antenne en plus, ça pointe. Alors, quand on travaille sur les animaux, on est bien conscient qu'on entraîne toujours un petit dérangement sur l'animal, toujours. Mais on en est conscient, on le sait, mais on fait le maximum, on prend le maximum de précautions pour les déranger le moins possible. Et les colles qu'on utilise, les balises qu'on utilise sont les plus profilées possibles. Donc, l'animal, sur le coup, il est un petit peu stressé, mais après, très vite, il oublie sa balise. Il va nager avec, il va finir par l'oublier, il va vivre avec. Voilà. Alors, il y a Zoé qui vous demande, est-ce que si l'animal meurt, la balise le sait? Alors, oui, c'est une très bonne question. À partir des balises que Zoé a pu voir, là, les balises splash qu'on met sur le dos des animaux, en fonction du changement des informations fournies par la balise, on s'aperçoit que l'animal, par exemple, s'il est en mauvaise condition, il va plonger de moins en moins bien, il va rester de plus en plus longtemps en surface entre 2 plongées, et donc on s'aperçoit que l'animal ne va pas très bien, et on n'est pas étonné après de voir qu'il meurt. C'est des choses qui arrivent. D'accord. Et si la balise s'arrête d'un seul coup, ça peut être une prédation, par exemple, mais c'est quelque chose de très rare. Une prédation, ça veut dire qu'il a peut-être été mangé par un autre animal. Mais c'est très rare. Alors, on vous demande si vous posez des balises sur des requins, et si oui, comment vous faites? Alors, moi, je ne fais pas ça. C'est l'école de Villy-le-Bouveret. Vous avez peur, c'est pour ça? Vous avez trop peur? Non, mais j'aime bien travailler avec les manchots, c'est des oiseaux sympas, ça va, tout va bien. C'est plus calme. J'ai choisi mes modèles. Les manchots, les albatros, ça me va bien. Non, j'ai des collègues qui travaillent sur les requins, donc ça se fait. Alors, ça se fait, c'est assez sport, ça se fait avec des filets depuis des bateaux, où les balises vont être fixées dans l'épiderme avec une espèce une petite aiguille avec dentelée. Qui ne blesse pas l'animal non plus et qui va permettre d'avoir des informations. Et la balise est traînée par l'animal et remonte en surface.
Et on vous demande combien pèse la balise. Et on va s'arrêter, hein, Daniel. Hein. Mais il y a plein de questions. Oui, juste, je me permets d'intervenir. Donc, dernière question pour Charlie. On a le message de Clarisse qui est arrivé. Donc, tout de suite après, on passera le message avant la conclusion et avant de remercier tout le monde. Donc, alors, Clarisse, c'est une skipper qui nous a envoyé une vidéo. Donc, tu l'as, Daniel, parce que moi, je ne l'ai pas. Hein. Oui. D'accord. Ok, excellent. Donc, on va conclure et puis on passera le message de Clarisse. Après, Clarisse, c'est une des skippers hein, qui nous a envoyé un petit message qui est tout frais. Là. Il vient d'arriver à l'instant même. Bon, et merci infiniment à tous les trois. Alors, peut-être la dernière question que tu avais commencé pour Charlie. Ok, super. Alors, qu'est-ce que c'était cette dernière question? Concernait les… Oui, combien pèse la balise posée sur le manchot? C'est très variable. Hein. Ça peut être, voilà, j'ai des balises, j'en ai des toutes petites comme ça, sur des manchots de taille moyenne qui font environ, celles-là, elles font une 20aine de grammes, d'accord? J'en ai des plus grandes qui font aussi une 30aine de grammes, qu'on met sur les albatros aussi. Et là, j'en sors une toute petite, là. On en a parlé de tout à l'heure, c'est les toutes petites qui font 2,5 grammes et que je mets sur d'autres oiseaux qui plongent, des pétrels, et qui, pareil, permet d'avoir une foule d'informations grâce à Argos sans déranger les animaux. Excellent. On va se quitter là. Toutes les classes sont. Je vois qu'il y a encore 43 classes sur. Je crois qu'il y en avait 51, quelque chose comme ça. Donc merci à tous. Caroline Mercier, Vincaros Morduc, Charlie Bost, merci infiniment. Daniel, quelques mots de conclusion avant de voir le film de Clarisse. Alors merci beaucoup. Merci aux intervenants. Merci Paul pour l'animation. Et surtout, merci à tous les élèves et leurs enseignants pour avoir été là aujourd'hui et pour tous les projets qu'ils font. Donc, on répondra à toutes les questions auxquelles on n'a pas pu répondre par écrit. Et voilà, je voulais aussi vous présenter Nathalie, pour ceux qui la connaissent par mail interposé. Oui. Et donc, on va passer… Voilà. Donc, effectivement, moi, je suis le projet Argonautica spécifiquement avec le Vendée Globe. Donc, quand on fait des échanges mails, les flash infos, etc., c'est moi qui me cache derrière les mails que vous recevez. Donc, effectivement, pour clore, eh bien, on a une vidéo qui vient de nous arriver, un petit message envoyé par Clarisse qu'on ne peut pas avoir en direct parce qu'elle a eu des avaries de dernière minute. Enfin, elle a eu des accidents, des problèmes. Et voilà, donc là, elle vient de nous arriver il y a 5 minutes, donc on va clore là-dessus. N'hésitez pas à répondre au petit sondage qui fait suite à cette visio pour nous permettre de continuer à améliorer ce style de webinaire pour les prochaines fois. Et encore félicitations à tous les participants et tous les enseignants et les élèves qui font vivre des projets et qui permettent de grandir et de connaître notre planète. Donc, voici partage d'écran. Vous me dites si ça marche. Je vous dis ça. Alors, attendez, parce qu'il faut que vous cliquiez, au moment où vous faites écran partagé, il faut que vous cliquiez sur le… Il faut que vous cliquiez sur le bouton partager le son de l'ordinateur. Sinon, on n'entendra pas ce qu'elle dit. Ah, mince. Alors, partager le son, où c'est qu'on va la voir? C'est au moment où vous faites écran partagé. Ça, j'ai fait écran partagé. Vous avez un petit bouton où il y a écrit, c'est en bas à gauche de la fenêtre qui s'ouvre. Je pense qu'il faudrait revenir en arrière. Est-ce que vous voyez l'écran? On voit, mais je pense qu'on n'entendra pas. On peut essayer, mais allez-y. Voilà, on n'entend pas. Donc, il faut que vous reveniez en arrière, vous arrêtez le partage. Alors, arrêtez le partage. Ici, oui. Voilà, là maintenant vous allez dans écran partagé, vous cliquez sur écran partagé. Vous avez une fenêtre qui va s'ouvrir. Oui. Et en bas à gauche. Partager l'audio. Voilà. Ok. Allez, on va y arriver. Donc là. Allez, on va voir. Ça dure quelques minutes. Et donc normalement, c'est bateau vent populaire sur le Vendée Globe. Voilà, je voulais faire un petit point avec vous sur le projet Argonautica et ma balise du CNS que j'ai larguée le 24 novembre dernier, juste après avoir passé l'équateur en descendant l'Atlantique. Cette balise, on l'a baptisée Vent de l'Espérance, donc pour le joli message que ça évoque. Qu'est-ce que j'ai pensé en la mettant à l'eau, tout simplement que c'est chouette de pouvoir participer à un projet comme ça, et je lui ai souhaité plein de courage pour affronter les mers
de l'Atlantique, enfin les tempêtes de l'Atlantique, même si elle a été larguée à un endroit plutôt clément, hein, au niveau de l'équateur. Et puis voilà, pas mal de curiosité aussi pour savoir un peu qu'est-ce qu'elle allait vous donner comme info sur les courants du coin. Est-ce que j'ai été confrontée à la pollution marine? Alors pas tant que ça, mais quand même un petit peu. C'est essentiellement ce que j'ai vu, c'est essentiellement des déchets plastiques. Et c'est vrai que quand on est au milieu de l'Atlantique, au milieu de nulle part, et qu'on voit tout d'un coup un bidon, enfin une espèce de bouteille en plastique flotter, ou au milieu des mers du Sud, vraiment au milieu de nulle part, j'ai eu un gros baril ce qui ressemblait à un baril de pétrole rouillé qui flottait à côté de moi, qui en plus aurait pu être très dangereux pour le bateau. Enfin, voilà, j'ai été plus confrontée à des déchets en fait, des gros déchets, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup parce qu'on sait que l'essentiel du problème, c'est aussi les micro-déchets, les nanoparticules de plastique qui finissent par être en quantité énorme dans nos océans. Donc voilà, c'était pas forcément des belles rencontres à faire. Est-ce que c'est les courants ou les vents qui influencent ma navigation? Alors clairement, quand on fait un tour du monde, c'est essentiellement les vents. Les courants, on les prend quand même en compte parce qu'il y a des endroits où ils sont pas négligeables, notamment au sud de l'Afrique du Sud, il y a un courant assez important. Mais bon, c'est vrai que c'est surtout quand on navigue sur des navigations côtières, par exemple dans la Manche, qu'on fait très très attention aux courants. Les courants océaniques du large, ils influencent la météo, ils influencent pas mal de choses, mais nous on regarde surtout le vent. Raconter mon épopée, je suis pas sûre de pouvoir raconter tout mon Vendée Globe là en quelques secondes, mais c'est sûr que c'est une aventure hors du commun, hein. C'est très fatigant, c'est très très exigeant en énergie, et en même temps c'est des moments uniques dans une vie, d'être tout seul sur son bateau, dans des endroits, dans des contrées aussi éloignées. C'était vraiment des beaux moments. Voilà, et le moment où j'ai vu plusieurs fois des petits croisements avec des terres assez uniques, notamment l'île de Gaf dans l'Atlantique Sud, où je suis passée 2 nuits et c'était vraiment très très beau. J'ai eu la chance aussi de voir le sud de la Patagonie et l'île des États quand je suis remontée après le Cap Horn, et ça c'est vraiment chouette quand on n'a pas vu la Terre depuis longtemps, de voir des endroits que probablement je ne verrai jamais en allant les visiter par la Terre. Et ça c'est des beaux moments que j'ai bien aimés. Voilà, et là normalement si tout va bien, il me reste à peu près 5 jours pour rallier les Sables d'Olonne, mais ça va être 5 jours dans des conditions météo assez fortes, donc c'est pas fini, et j'essaie de me concentrer pour la fin. Super. Grand merci à elle, parce que dis donc, c'est super. Mais et on vient de recevoir, là, c'est vraiment tout chaud. Hein. Oui, donc elle a subi, ce que disait Nathalie tout à l'heure, elle a eu récemment des problèmes, elle avait un joint de ballast. Mets-toi bien au centre, Daniel, on ne te voit pas là, voilà. C'est ce qui permet d'équilibrer le bateau. Elle a un joint de ballast qui fuyait, et elle s'est retrouvée un matin avec de l'eau tout autour d'elle, et elle a dû écoper. Écoper, c'est-à-dire enlever l'eau qui est entrée dans le bateau, quoi, parce qu'il y a trop d'eau dans le bateau, ça l'alourdit, et on peut même couler parfois. Hein. Voilà, et puis hier, elle a eu une grosse journée avec les premières arrivées hier soir. Les premières arrivées, c'est-à-dire il y a les premiers skippers sont arrivés, ça y est, à destination, ils ont gagné. Et elle a eu un contre-coup et elle a un peu craqué, donc voilà, fait nerveusement, elle est tellement fatiguée, on voit qu'elle est fatiguée. Quand on l'a rencontrée sur les pontons du Vendée Globe avant le départ, elle était pleine elle avait la pêche et tout. On voit qu'elle est fatiguée, mais elle a quand même un grand sourire. Merci infiniment. Super, elle nous a fait ce message. Génial. Merci infiniment à tous. Merci Daniel, merci bravo. Et puis voilà, c'était une première visioconférence, mais ça a eu plutôt un bon succès, plein de questions. Génial, peut-être quelque chose à refaire. Merci beaucoup, et puis au revoir, et à une prochaine. Au revoir. Au revoir.